parle d'autonomie gynécologique et aujourd'hui on parle plus spécifiquement des agressions sexuelles. Disons le mot, on va s'en parler ensemble Michel. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Michel Depré. Bonjour Michel. Bonjour Gaëlle, ravie Alors Michel, d'être avec toi. ravi, ravissement partagé. Michel, tu es psychologue, tu es chercheuse aussi, tu vas nous dire un petit peu plus voilà, à quel titre tu viens t'exprimer aujourd'hui sur ce sujet. Alors, concernant les agressions sexuelles, alors avant d'entrer dans le débat, donc qui je suis, donc effectivement je suis psychologue, j'exerce en cabinet libéral. J'ai aussi entrepris de poursuivre un doctorat, de faire une thèse sur des approches intégratives en psychothérapie. En fait, l'idée c'est que qu'on aille d'une approche à une autre. J'ai remarqué qu'on activait les mêmes principes actifs, et donc j'ai élaboré un modèle qui permet d'intégrer les clés plutôt que de se perdre dans les méthodes. Et j'ai aussi souhaité porter au grand public les nouvelles approches psychothérapeutiques parce que rien n'est plus insupportable que d'avoir une personne qui arrive, qui me dit que ça fait 20 ans qu'elle est en chemin pour résoudre ses dysfonctionnements psychiques, pour arriver à être heureuse, et que sur son parcours, elle n'a toujours pas rencontré des approches modernes comme le MDR, le travail sur la dissociation structurelle. Et c'est à ce titre que j'ai mis en place le sommet guérir sa vie. Il y a une période qui aura eu lieu au mois de mai, et en fait, l'objectif du sommet guérir sa vie, notamment l'édition Retrouver le goût de la vie, se focalise sur l'impact des traumas sur la vie et surtout de savoir et de découvrir qu'on peut en guérir. Et quand je dis guérir, je dis bien guérir. Je dis pas faire comme si ça allait bien. Parce que ça, c'est très important de prendre conscience que parfois on croit que les choses sont améliorées parce qu'on arrive à contrôler les effets délétères des expériences vécues, mais en réalité, elles sont toujours actives en sous-marin. Mais je me suis pas arrêté là, et je me suis dit que ça serait chouette que je puisse aussi épauler mes collègues pour pouvoir, je dirais, avoir plus plus d'efficacité aussi dans leurs approches, leur partager ce que j'ai découvert, et j'ai mis en place le programme Vocation Psy. Pour résumer, c'est être psy dans un monde qui change, c'est-à-dire intégrer les nouveautés et puis la technologie aussi. Voilà. Merci beaucoup Michel pour cette présentation très claire. Alors ce qu'on va voir ensemble, la raison pour laquelle je t'ai invité sur ce sommet, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans ce que moi j'appelle, peut-être que c'est pas comme ça que je l'appelle, je ne sais pas, la posture victimaire, notamment des femmes dans nos sociétés. Avec, je vais te faire le résumé tel que moi je le vois et puis après on va en parler à ta façon à toi, avec l'impression qu'on est une potentielle victime tant qu'on n'a pas été victime. Donc on nous rappelle souvent qu'on est une potentielle victime. Et puis à un moment il y a l'agression. Alors on parlait tout à l'heure du mot, parce que moi je te disais l'abus, tu me disais fallait parler d'agression, on va s'en reparler ensemble. À un moment il y a l'agression et puis là les gens en face de nous nous demandent quand même t'es sûr d'avoir été victime parce que il y avait comme ça, il y avait comme ça, il y a beaucoup de dégradation quelque part de la situation victime. Et puis il y a l'après où en fait à partir du moment où on a annoncé qu'on avait été victime d'une agression sexuelle, c'est comme si aux yeux des gens qui nous entourent on était une victime à vie. Et tout ça me semble complètement dévoyé. Pour moi, on ne devrait pas être victime tant qu'on n'a pas été agressé. Une fois qu'on est agressé, on devrait être reconnu comme victime. Et puis une fois que nous, on se sent plus victime, on devrait arrêter de nous reconnaître comme victime. Donc je veux bien que tu me dis si mon analyse est juste et qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre les choses dans le bon ordre. Écoute, je te rejoins sur cette démarche totalement, et c'est effectivement le message que transmettent des personnes qui ont été agressées sexuellement dans le sommet guérir sa vie. J'ai interviewé un certain nombre de personnes qui ont accepté de parler et de partager leur expérience de vie dans ces domaines-là, et elles en parlent, elles décrivent exactement ce que tu dis, à savoir que oui, à un moment donné, être d'abord c'est pas évident de prendre conscience qu'on est une victime. Donc ça c'est déjà une caractéristique du trauma, parce que quand ça se passe, en fonction de l'âge où ça se passe et la façon dont ça se passe, on n'a pas conscience qu'on est une victime. Donc il y a déjà et que c'est pas normal. Il y a déjà cet aspect-là. Mais après, quand on fait la démarche pour porter plainte et dire au monde ce qui s'est passé, cette reconnaissance qu'on a été victime est très importante parce que c'est une reconnaissance objective d'un traumatisme, de quelque chose qui n'était pas normal. Anya, qui est interviewée, décrit très bien quand j'ai pris conscience, parce qu'elle a attendu, c'était au moment où elle fait la déclaration, les délais sont prescrits, parce que ça aussi, il y a un problème au niveau de la loi, c'est qu'il y a un délai pour dire qu'on a vécu certaines choses. C'est comme si au bout d'un certain temps, le crime était effacé. Normalement, ça devrait pas. Ça devrait être qu'on puisse déclarer à n'importe quel moment une agression sexuelle, et notamment un viol. Mais là, non, au bout d'un certain nombre d'années, c'est prescrit. Voilà, on n'en parle plus. Et alors, donc pour Anya, donc c'est effectivement, elle a fait ça, elle a porté quand même plainte, et ce qu'elle dit, quand je suis sortie du commissariat, eh bien, je me sentais bien parce qu'au moins, on avait noté que c'était une agression, et deux, on m'a dit que le crime était passible de la cour d'assises. Bah, ça fait pas pareil que de se sentir coupable, de ressentir un certain nombre de conséquences déçues de cette agression et de vivre avec cette culpabilité. Ça a inversé le chemin. Et ça a changé. Par contre, après, oui, vas-y. et après, il y a, comme tu dis, il y a le parcours où elle l'explique bien, il ne s'agit pas de rester victime. Après, elle a travaillé, évidemment, pour guérir ses plaies et redevenir et revivre comme étant une femme complète et pas effractée. Alors parlons peut-être étape par étape de cette reconnaissance. Qu'est-ce qui fait, avec ta connaissance de psychologue, même si c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps dans les médias, j'aimerais bien qu'on le repose un petit peu, qu'on puisse avoir été victime et se retrouver à aller porter plainte 20 ans après. Eh bien, il y a beaucoup de moments, enfin en fait, ça dépend. En fait, quand l'agression sexuelle se déroule, elle peut se dérouler dans des contextes qui sont extrêmement variables. Une première donnée qui peut varier d'une personne à une autre, c'est l'âge auquel l'agression sexuelle se déroule. Et quand l'enfant, et je pense que c'est important de parler d'agression sexuelle aussi bien pour les garçons que pour les filles, quand l'agression sexuelle a lieu et qu'on est tout petit, on ne se souvient pas. On ne se souvient pas tout simplement de phénomènes parce que la mémoire, le souvenir, d'ailleurs certains d'entre nous, pour nous tous, quand on se dit remontons dans l'enfance pour voir à partir de quand je me souviens, ou plus loin que je puisse remonter, c'est assez rare qu'on remonte avant 4-5 ans. Et puis un peu avant sont des photos qu'on peut avoir. Ouais, comme des flashs, des choses qui nous ont été remis dans la tête, effectivement. Ouais, dû à des photos ou des flashs. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on a vécu est oublié. C'est que ça ne revient pas à la conscience. Alors je parlerai pas d'inconscient parce que je veux pas faire d'amalgame avec l'inconscient freudien. Je parle de conscience et de non-conscience de phénomène. Donc en fait, c'est là, ça a été vécu, c'est mémorisé, mais ça n'est pas accessible à la conscience. Et c'est un petit peu, ça va fonctionner un petit peu comme un virus dans un ordinateur. Il est là, en sous-marin, et il va continuer à faire ce qu'il a fait. Donc il y a cet aspect-là. Maintenant, il y a une autre chose qui peut se passer, c'est qu'en fonction de l'intensité de ce que vit la personne qui subit l'agression, il peut y avoir ce qu'on appelle des amnésies traumatiques. C'est-à-dire en fait qu'à un moment donné, le cerveau coupe, et en fait c'est une question de survie, il débranche de telle sorte que cette expérience qui est insupportable ne soit plus, ne revienne plus à la surface pour pouvoir fonctionner. C'est juste, je dirais, une réaction saine. La seule chose, c'est que l'amnésie traumatique peut durer longtemps. Et ça peut durer des années, voire 20 ans, 25 ans, avant que tout d'un coup, à l'occasion d'une certaine circonstance, tout d'un coup, un flash revienne et que l'évidence réapparaisse. Et c'est ce que décrivent. Je suis très heureuse finalement, en fait, je suis en train de le dire, de le partager comme ça, parce que finalement, cette année, dans le sommet guérir sa vie, au lieu que ce soit que des spécialistes qui parlent, j'ai invité des personnes à témoigner de ce qu'elles vivent, parce que c'est vraiment ça qu'elles disent. Je ne savais pas, je fonctionnais d'une façon bizarre, que je ne savais pas expliquer, je finis, mais comme j'ai toujours fonctionné comme ça, je savais pas que c'était bizarre. Mais en devenant adulte, je me suis bien rendu compte que je savais pas être une bonne mère, je savais pas avoir des relations sexuelles épanouies, donc j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui cloche? Mais comme on oublie et qu'on ne sait plus ce qui s'est passé, à un moment donné, il y a une convergence, il y a quand même quelque chose qui vient de se passer. Et progressivement, j'ai envie de dire, le voile qui était là va finir par se déchirer. On a Mathilde Brasilier qui a écrit un livre qui est vraiment poignant sur l'inceste et qui décrit qu'elle a, elle a réalisé à 20 ans l'inceste qu'elle subissait avec son frère alors pendant des années alors qu'ils avaient 6, 7, 8 ans.
Et c'est à 20 ans au décès de son frère que tout d'un coup, le voile s'est déchiré. C'est vraiment... voilà. Et tous décrivent ça. Donc en fait, on ne s'en souvient pas. Et voilà. Donc ça, c'est le premier phénomène. Alors, âge, amnésie traumatique. L'amnésie traumatique, c'est à n'importe quel âge. Alors, l'amnésie traumatique, elle peut avoir lieu à n'importe quel âge. Okay. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a certains députés qui sont intervenus à l'Assemblée nationale pour expliquer qu'avoir une date de péremption, enfin une date limite de déclaration de fait, avait pas de sens parce que en fait la personne ne s'en souvient pas. Donc du coup, elle est presque, j'ai presque envie de dire, on pourrait même pousser plus loin, la personne est privée de ses droits. Parce que par un phénomène naturel du cerveau, elle n'a pas accès à ces informations. Ce qui n'est pas juste. D'accord. Ouais. Et alors après, il y a quelque chose qui me vient aussi, est-ce que c'est du même domaine, mais parfois on peut avoir été victime d'une agression sexuelle, se souvenir de l'agression, mais ne pas se considérer comme victime. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui rentre dans le carré des choses? Oui. Alors maintenant, c'est est-ce que je suis consciente que ce que j'ai vécu est une agression sexuelle? Ben non. Quel que soit l'âge, alors tout petit, je m'en souviens peu. Mais pour autant, les enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles quand ils sont tout petits, généralement l'agresseur sexuel il va doucement et en fait lui apprend un certain nombre de choses. C'est pour t'expliquer, c'est en fait au fur et à mesure que je te parle, j'ai plein d'exemples qui viennent parce qu'en fait c'est à peu près 40% de la population des patients et on n'imagine pas les dégâts que ça fait sur la vie. 40 à 60% des patients ont vécu des agressions sexuelles. Donc en fait oui, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir finalement devenir une femme et ça va te servir plus tard. Ou c'est un grand frère ou une grande sœur qui abuse parce que en fait ça marche dans la fratrie. Ou c'est un grand oncle ou une grand tante ou c'est un grand-père, une grand-mère. En fait ça se passe dans tout ce milieu. Ou alors une nourrice on met l'enfant en nourrice et puis on découvre tout d'un coup que l'enfant voilà, on est en plein apéritif, et la maman dit, de toute façon, j'ai vu mon petit garçon baisser son pantalon, et puis tout d'un coup tripoter son petit sexe. Jamais elle lui avait appris ça. Tu vois. Donc il y a des morceaux qui réapparaissent, et si on n'est pas conscient en tant que parent que des dysfonctionnements sont là, l'enfant lui il croit que c'est normal. Donc il vit avec ça. Sauf que il grandit. Et en grandissant en âge, il va découvrir, je dirais, comment fonctionne la relation, comment je peux être en relation amoureuse avec d'autres, et puis il va entendre parler de choses qui sont normales ou pas normales. Et là, tout d'un coup, ah ben oui, mais en fait, quand mon grand frère était en train de me dire qu'on jouait au papa et à la maman et qu'il me faisait ça, mais c'était pas normal. Donc c'était une agression sexuelle, ok? Donc là, on a ce qu'on appelle, je dirais, le vrai traumatisme, enfin j'ai un second traumatisme, mais qui va réapparaître, c'est-à-dire que quand tu prends conscience que, en réalité, ce que tu as vécu n'était pas normal. Et donc, rien que ça, tu es traumatisé à l'idée, mais pour ça, j'ai été agressé. Tu vois? Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, la personne peut avoir de nouveau un stress post-traumatique, parce que c'est presque comme un second trauma, la prise de conscience réelle est presque un second trauma. Voilà. Donc on se rend bien compte qu'il y a le moment où les faits sont réalisés, oui. Et il y a tout ce qui se passe, c'est-à-dire comment notre cerveau, comment on va pouvoir traiter l'information, oui. Pour à un moment arriver de nous à nous-mêmes à un statut de victime, c'est ça? Alors, après, est-ce que je suis victime ou pas? Alors, quand tu prends conscience, parce que quand tu prends conscience que ce n'est pas normal et que effectivement les gestes portés sur toi correspondent à une agression sexuelle, tu peux commencer à te dire, mais à éventuellement penser que tu es une victime. Mais c'est pas si simple que ça de penser qu'on est victime. Parce que je l'aime bien ce grand frère, il m'a quand même aidé dans ma vie, c'est quand même pas évident qu'il ait pu me faire tant de mal. Et puis il était pas si méchant que ça, parce que finalement il m'a soutenu quand j'ai déménagé pour aller à la fac, il était là, il m'a toujours aidé. Donc basculer dans une idée qu'on est vraiment complètement victime, ça va vraiment nécessiter une élaboration et une compréhension d'un certain nombre de choses. D'autres, c'est comment dire, je reviens un petit peu sur le témoignage d'Ania parce qu'il est très caractéristique. Elle dit, en fait, elle, quand ça se déroule, c'est dans le cadre d'un cambriolage, d'accord? Et en fait, elle s'estime heureuse de ne pas avoir été tuée. Parce qu'elle a cru qu'elle allait mourir. Parce qu'on les menaçait, elle et ses parents. Donc, pour elle, l'agression sexuelle, elle le sait, mais elle ne réalise pas, en fait, comment dire, la gravité de ce geste. Pour elle, j'ai failli mourir et en fait, ça s'est bien terminé, je suis contente, je suis sauvée. Et je vais pas raconter à mes parents ce qui s'est passé en plus parce que finalement, on est tous sauvés. Tu vois? Et donc, du coup, alors qu'elle a 15 ans, elle sait très bien ce qui se passe, mais je veux dire, elle minimise en fait cet événement. Mais cet événement va continuer à fonctionner en sous-marin. C'est important. D'ailleurs, dans le sommet, on va avoir un débat sur est-ce qu'on est conscient des traumas quand on les vit? Parce qu'en fait, des effets traumatiques, des expériences de vie qu'on rencontre, en réalité, rarement. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est pas toujours un énorme accident de voiture ou une attaque qu'on peut bien repérer. Il y a plein de maltraitances qui ont des effets aussi délétères qu'un gros clash, et voire même qui sont plus traumatiques. Et ça, c'est largement sous-estimé au niveau traumatique. On n'en parle pas, on le dit pas. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a un inconscient collectif du trauma, tu sais, le viol. À la limite, ce que tu dis sur Ania fait partie de l'inconscient collectif de la violence inouïe d'un viol par une personne qu'on ne connaît pas dans le cadre. Là, en tout cas, moi, ça me ravive des sentiments d'inconscient collectif, d'agression certaine, on va dire. Mais il y a effectivement tout ce tapis d'agressions qui sont faites en douceur, comme tu dis, sous le cadre de l'amour, dans l'idée de. Enfin voilà, avec beaucoup de manipulation aussi mentale autour de tout ça, où il est beaucoup plus compliqué d'aller repérer à quel point ça a pu être traumatisant parce que, effectivement, les souvenirs qu'on peut rappeler ont l'air doux, même si ça ne l'est pas. Attention, je suis surtout pas en train de considérer que ça l'est. Hein. Oui, mais c'est vraiment ça. En fait, il n'y a pas le caractère de violence, de grande violence. Et c'est ça qui est dramatique. C'est le genre d'agresseur qui va à la sortie de l'école de venir chercher la petite fille et lui dire tu viens, je t'ai ramené plein de bonbons, on va faire un petit tour. Mais la petite fille, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le paquet de bonbons, elle sait que ça va pas être agréable, mais en même temps c'est difficile de faire la distinction. Il y a pas mal de petits ouvrages qui décrivent en fait des expériences de vie de cet ordre-là et qui font comprendre combien c'est difficile à l'intérieur de regret. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples un petit peu de conséquences sur la vie d'être victime sans être vraiment reconnue comme telle ou en tout cas avoir une partie de nous qui l'a minimisée? Qu'est-ce qui pourrait nous alerter dans nos vies, nous dire tiens, ok, peut-être que, mais sans être sûr bien sûr. Ouais. Une des conséquences de ce type de traumatisme, mais c'est aussi, on a le même symptôme quand on a ce qu'on appelle des troubles de l'attachement, c'est-à-dire en fait de la maltraitance de la part par des parents ou des parents qui n'ont pas été présents, pas disponibles, c'est ce qui s'appelle de la dissociation. Alors la dissociation, c'est en fait l'impression d'avoir plusieurs parties de soi, plusieurs moi à l'intérieur de nous, en fait, qui prennent la main et qui vont agir dans la vie collective. Je donne un exemple. Une jeune fille qui est maltraitée dans sa famille, elle va à l'école, tout marche bien, elle revient
chez elles se sent toujours molles, fatiguées, elle revient se coucher, elle est vraiment pas dynamique. Donc en fait, tu as une alternance de types de comportements très opposés et qui vont en fait aller chercher des comportements soit très adaptatifs. Je suis la petite fille parfaite, je suis la soignante parfaite, parce qu'on a beaucoup de soignants qui, enfin, je veux dire après, comme par hasard, on choisit ce type de métier. Et en tout cas, je suis quelqu'un de très adapté. Ou alors, je suis quelqu'un de complètement effondré, c'est-à-dire inexistant. Et ou alors, je suis quelqu'un d'extrêmement violent, agressif. Je dis pas en colère, parce que ça, je l'ai dit aussi, je l'ai expliqué dans le sommier émotion, l'émotion dans les familles. Il y avait une grande confusion entre le fait d'avoir des réactions agressives et le fait d'être en colère. Dans la société actuelle, on confond les deux. Quand je suis toujours agressif, Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la différence? Parce que moi, je la vois pas tout de suite. En tout cas, j'ai l'impression que la colère peut générer l'agressivité. Oui, mais la réaction de survie d'agression n'est absolument pas une réaction de colère. En fait, face à un danger, notre cerveau n'a pas 36 solutions pour réagir. Il réagit soit en hyperactivation, soit en hypoactivation. En hyperactivation, en réalité, il va y avoir deux comportements qui vont être générés. La fuite, comme fait l'antilope, ou alors l'attaque, comme fait le lion. Ok, je monte les crocs et je vais attaquer. Ou alors l'hypoactivation, c'est ce que fait le lièvre. Lui, il se gèle, il fait le mort. Et toutes les caractéristiques physiologiques dégringolent. Ok. Et donc en fait, l'expérience de vie t'amène parfois à sortir pour des raisons de survie de ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance, c'est-à-dire en fait une fenêtre dans laquelle tu fonctionnes correctement, soit en hyperactivation, soit en hypoactivation. Mais quand tu es dans ta fenêtre de tolérance, c'est que tu fonctionnes. Si quelqu'un ne te respecte pas, d'accord, n'est pas l'heure au rendez-vous, ça va te mettre en colère. Mais ça va te mettre en colère. T'as pas besoin d'aller lui chanter ton poing dans la figure pour ça. Ok. Il t'a manqué de respect, et donc tu vis de la colère. Par contre, l'intensité de la colère peut être telle que tu vas, et la langue française le dit très clairement, sortir de tes gonds, voire rouge. Et à ce moment-là, en fait, la situation est considérée comme un danger équivalent à une agression qui met en place, qui joue sur ta survie. Et là, tu sors et tu pars en hyperactivité et tu vas en fait attaquer. Tu vois. Et la langue, moi j'aime bien la langue française parce qu'en fait, les mots disent très clairement la chose. Je suis sorti de mes gonds. Et quand tu es en colère et tu sors de tes gonds, c'est pas de la rage, il y a quelque chose, un truc qui se passe. Moi, le genre de personne qui te fait une queue de poisson sur la route et tout d'un coup, quoi, il m'a fait une queue de poisson, mais au carrefour, je lui casse la gueule. Et tu l'attends au feu rouge, tu descends, tu sors de la voiture et tu l'attaques. C'est pas de la colère. Au moment où tu bascules dans l'attaque de l'autre, c'est plus de la colère, c'est de l'hyperactivation, c'est de l'agression en mode survie. Donc c'est de l'agressivité, c'est ce que tu appelles l'agressivité. Voilà, agressif. Alors le problème c'est qu'en langue française, on n'a pas les mots, c'est la fois pour dire des états internes différents. On appelle agressif quand je suis en colère, je suis agressif, quand je suis en attaque, je suis agressif, les deux. Mais la base qui génère le comportement agressif n'est pas du tout la même, ça n'a rien à voir. Quand tu as des enfants qui font des gros caprices et qui se roulent par terre, c'est pas une colère, il est passé en hyperactivation. On n'est pas sur une colère, il est passé en mode survie et il est dans des réactions physiologiques. Il est pas du tout d'ailleurs, dans ces cas-là, t'as beau lui parler, ça le calme pas. Ça ne le calme pas. Et donc, l'idée, j'essaie de remettre un petit peu les choses en place par rapport à ce que j'ai entendu. La colère, c'est normal, c'est une émotion. Bah, les deux sont normaux. Hein, tout est normal la, en fait. voilà, c'est ça. Mais la colère est une réaction à ce qui se passe, qui génère chez nous voilà, une réactivité. Oui, bah c'est d'agresser l'autre. Excuse-moi, je te coupe en fait. La colère, c'est souvent dû à le fait que ton besoin de respect est pas atteint. C'est-à-dire t'as besoin d'être respecté et quand on te respecte pas, tu ressens de la colère. D'accord. Et quand tu passes au stade d'agresser l'autre, ça veut dire que ton corps passe en état de stress absolu, en tout cas vraiment avec un danger. Lui, il perçoit un mode survie en tout cas. Et donc là, tu considères que le fait de passer régulièrement en mode survie alors qu'il n'y a pas de raison peut être le signal qu'il y a eu une agression, c'est bien ça? Oui. La capacité à se réguler et à passer tout le temps, soit. Et d'ailleurs, en fait, on en rit beaucoup, hein, souvent, moi aussi, quand on dit. De toute façon, c'est apprendre à laisser. Moi, j'ai un sale caractère, ok? Mais en réalité, le sale caractère, il est sous-tendu par en fait une incapacité à réguler et à toujours être en dehors de sa fenêtre de tolérance, soit en attaque, soit bon, faites ce que vous voulez, moi je suis pas là. Tu vois? Et en fait, une autre caractéristique des personnes, c'est aussi une grande difficulté à être ici et maintenant présent à ce qu'ils vivent. Voilà, le présent. Et ces situations-là que tu évoques, parce que moi ça m'évoque plein de personnes quand tu me dis ça, je me dis qu'effectivement il peut y avoir le côté agression, mais tu en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi effectivement des personnes qui ont eu des problématiques d'attachement étant petites, qui vont avoir le même type de réaction exactement, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps il n'a pas 36 manières de réagir. Que ce soit une agression sexuelle, que ce soit de la maltraitance, que ce soit un déficit d'amour, que ce soit des humiliations récurrentes, ça se traduit toujours par une sortie de fenêtre de tolérance et par des réactions d'hyperactivation, d'hypoactivation. Il y a que ça. Notre corps ne sait faire que ça. Il ne sait faire que ça, d'accord. Bah oui. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des réactions, je sais pas du tout, je sais qu'on va en parler cette semaine, mais sur le vaginisme par exemple, donc le fait que la porte soit fermée au niveau du vagin, est-ce que ça peut être quelque chose qui nous fait nous dire tiens, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il faut qu'on se dise, tiens, c'est une vraie question, est-ce qu'à un certain moment dans notre vie, il faut qu'on se dise est-ce qu'il s'est passé quelque chose, ou est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, il y a cette histoire de est-ce que je dois aller remuer de la vase et peut-être que je vais créer un truc qui n'existe pas, enfin, c'est inconfortable ce truc. En plus, je pense, vous nous direz en commentaire, mais je pense que je suis pas forcément la seule à me poser cette question et dire est-ce qu'à un moment c'est intéressant d'aller creuser pour aller remuer une vase que je sais même pas si elle existe et que je sais même pas si c'est moi qui vais créer le truc. On fait quoi avec ce magma là? Ça c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait ça vient toucher à ce qu'on appelle le risque des faux souvenirs. En fait, est-ce que à l'origine j'ai vraiment vécu quelque chose et que je vais imaginer cette situation initiale, ou est-ce que finalement il s'est pas passé grand chose et en tout cas j'ai cette réaction? Moi j'ai tendance à dire que si j'ai une réaction physiologique, même si on n'a pas le souvenir de l'initial, il s'est pas rien passé. En fait je prends le contraire, c'est-à-dire que si tout va bien, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Donc si tout va bien, ça doit fonctionner normalement. Maintenant de là à dire je fais du vaginisme, c'est que j'ai vécu une agression sexuelle, j'ai envie de dire c'est pas nécessaire. Ça peut être que par exemple, parce que quand on est des femmes, des agressions sexuelles, ah non, c'est pas des agressions sexuelles, ce sont des examens gynécologiques. Ah oui, d'accord, excusez-moi. D'accord, ok, non, des examens gynécologiques. Eh bien oui, non mais je dis ça parce qu'on n'a rien vécu. Bah si, oui, nous, jeunes filles, bon, les messieurs pourront en parler de leur côté, hein, quand on fait l'examen de la prostate, c'est pas une partie de rigolade. Hein, et comment dire, j'avais un patient qui avait été victime pendant son adolescence, il a 60 ans, et puis comme par hasard, il a besoin de faire l'examen de la prostate. Ok, il y va. Mais c'est une catastrophe parce qu'en fait, l'examen médical a réactivé le traumatisme. Alors qu'on était arrivé à bien stabiliser, bah, c'était revécu comme une agression sexuelle. C'est-à-dire en fait, même si c'est médical, le geste est, je dirais, infractant. On rentre dans notre corps. Ok. D'où l'importance d'une chose. Et je le dis haut et fort là parce que ça m'était jamais arrivé dans ma vie, des examens gynécologiques ayant été maman plusieurs fois et puis même dans ma vie, j'en ai eu. Mais il a fallu que j'attende d'avoir 60 ans pour tomber sur une sage-femme qui m'installe confortablement sur, je dirais, la table. On va aller faire les vérifications nécessaires. Ok. Me demande, vous vous sentez bien? Je dis oui. Vous me dites quand vous êtes prête. J'ai demandé si j'étais prête à faire un examen gynécologique. Jusqu'à présent, c'était poser les pieds et hop, on y va. Elle me branche la main et elle me dit, quand vous êtes prête, vous me dites. Et j'y vais. Et j'ai l'émotion, tu vois, quand je fais ça. Parce que, mon Dieu, combien de fois nous a-t-on demandé l'autorisation de pénétrer dans notre corps en tant que femme, dans nos vies? Ben rarement. Jamais. Bon, cette sage-femme, je lui envoie
grosse boule d'amour parce qu'elle m'a fait découvrir ça et c'est subtil, parce que dans les examens médicaux, bon, allez derrière le paravent, déshabillez-vous et installez-vous là. Déshabillez-vous, installez-vous là, tu te retrouves nu sur une table à écarter les jambes. Ben, tu vois, à mon avis, des souvenirs, on en a. Hein, je pense que Ce que tu es en train de dire, c'est que quelque part, on peut avoir plein de choses qui sont normales, même si on s'en souvient parfaitement dans la société dans laquelle on est, et dont notre corps a pu engrammer quelque chose de l'ordre de la violence, c'est ça, hein. Ouais. Ok, il va falloir qu'on avance. J'adorerais t'entendre pendant des heures, Michel, mais on va essayer de passer l'étape d'après, parce que sinon, on va pas réussir à tout faire. Et j'ai vraiment envie qu'on y aille, parce que justement, il y a cette notion. Ok, on se reconnaît comme victime, on découvre qu'on est victime. Moi, j'ai bien entendu que la peur des faux souvenirs, bah, c'est de se dire à partir du moment où il y a quelque chose qui va passer, qui s'est pas passé, rien du tout. Oui, en fait, moi, j'ai une base de formation à la base avant de faire psy, je faisais des maths, ok. Et en fait, normalement, si tout va bien, il y a aucune raison que tout n'aille pas bien. Donc si tu prends le contraire, si je vois que j'ai un effet qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une cause. Donc il faut pas laisser cette cause. Alors ça peut être un traumatisme, et puis ça peut être juste, je trouve que c'est pas agréable, rien que ça, j'ai peur. Voilà, et donc du coup, le réflexe de survie, c'est que je fais du vaginisme, voilà, ou je me sens pas vraiment aimé, et où il y a plein de causes possibles, mais il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien, moi je retiens ça. Et alors, une fois qu'on se reconnaît comme victime, ok, j'ai été effectivement victime, j'ai l'impression, peut-être un peu comme un deuil, tu sais, quand on perd quelqu'un, on a l'impression que jamais on va s'en remettre à certains moments. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que je serai victime toute ma vie. C'est aussi ce qu'on me renvoie derrière. Oh la pauvre. Ça me fait souvenir comme ça d'une journaliste qui a été victime d'un viol et qui expliquait que, en fait, au procès, elle n'était pas la bonne victime parce qu'elle allait bien, tu vois. Et que du coup, quelque part, les gens n'ont pas compris que comment ça avait pu être soi-disant si horrible parce que c'est ce qu'on lui a renvoyé et qu'elle allait bien, quoi. Tu vois, il y a un peu tout ce magma. Ok, comment on fait pour aller mieux et comment on fait pour guérir, parce que c'est le mot que tu as posé au tout début, qui peut-être pour certains nous semble impossible. Comment? C'est quoi le chemin? Alors, il y a aujourd'hui, pour faire simple, nos expériences de vie, nous les mémorisons. Okay, on les engramme aussi bien, on engramme la mémoire corporelle que la mémoire, la trace mnésique dans le cerveau. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut modifier la trace mnésique. Et ça, j'insiste lourdement parce qu'on peut la changer. Il y a des méthodes psychothérapeutiques qui permettent de modifier la trace mnésique d'un événement de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces méthodes, parce qu'en fait, jusqu'à présent, pendant très longtemps, on pensait qu'une fois que ça s'était passé, on gardait la trace mnésique et qu'il allait falloir déployer du contrôle, du courage, de la force, du mental pour aller contrer les effets délétères de cette trace mnésique. Comme si c'était une plaie qui allait continuer à suppurer constamment. Donc il fallait développer des ressources pour pouvoir compenser ça. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en réalité, on peut rappeler l'expérience de vie et modifier la mémoire qu'on en a, parce que la mémoire se modifie. Et d'ailleurs, bien sûr que ça se modifie. Je vais juste vous poser un exemple très simple. Vous êtes tous allés dans certains endroits quand vous étiez tout petits. Vous aviez une certaine image de la maison de mon grand-père ou la rue, etc. Ça vous est tous arrivé de retourner sur le lieu. Finalement, c'était pas comme ça, c'est pas si bien, c'est plutôt moche. Ma question est, maintenant, aujourd'hui, si je vous demande d'accéder à la mémoire de celui-là, qu'est-ce qui revient? Le premier que vous aviez ou le dernier que vous avez eu? Finalement, c'est pas si bien que ça. Il faut forcer pour revenir à l'ancien, quand c'est des images différentes. Mais généralement, la maison de mon grand-père, finalement, elle était pas grande, elle est petite, et vous la remettez à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait. C'est vrai que la question de taille, elle est importante. Moi, j'ai un toboggan comme ça que je voyais absolument immense, et quand je suis sortie, il était ridiculement petit. Voilà. Donc, et tu vas le modifier. Donc, tu vois, et la caractéristique de la mémoire humaine, c'est qu'elle ne fonctionne pas comme la mémoire d'un ordinateur. Vous faites un texte, vous le stockez, quand vous le reprenez, vous le retrouvez tel qu'il est. Si vous ne le remodifiez pas, il change pas. Or, un souvenir, je le prends, j'y repense, je le modifie sans que je me rende compte avec qui je suis, ce que je pense à l'instant où je le revois. Et je vais restocker quelque chose. Donc en fait, quand je me souviens de quelque chose d'expériences de vie qui sont douloureuses et difficiles, notamment traumatiques, et que je n'ai pas travaillé dessus, qu'est-ce que je fais? Non seulement la mémoire elle est là, mais je la rappelle, je rajoute des angoisses supplémentaires et je restocke. Alors c'était déjà un rocher énorme, et ça se transforme en quelque chose qui est de plus en plus énorme à l'intérieur de moi. Okay, donc de plus en plus difficile de vivre avec. Donc de plus en plus invalidant au quotidien. Parce qu'à la suite d'inceste ou d'agression sexuelle, moi j'ai des patientes qui en sont au fait que se lever le matin est quelque chose d'impossible pour aller travailler. Donc on a des personnes qui sont désocialisées et qui ne peuvent pas travailler. Tout devient hyper dur à faire, c'est impossible, c'est une lutte. Okay. Ça c'est dans les cas extrêmes. Okay. Maintenant on va appliquer ce mécanisme dans l'autre sens. Je rappelle la mémoire et je fais ce qu'il faut pour qu'au moment où je la rappelle, en fait, je puisse la modifier. Et je peux la modifier en ajoutant des ingrédients différents. J'ai un petit peu comme si vous faisiez avec un pot de peinture, je vais rajouter du blanc et une certaine dose de blanc pour faire que du coup je vais restocker pas du noir, du blanc. Et quand la mémoire est retransformée et qu'elle s'est modifiée, c'est extraordinaire parce que du coup la personne n'a plus les mêmes réactions parce qu'il n'y a plus rien qui va conditionner cette réaction. Et une thérapie qui facilite cet accès pour le changer, c'est la thérapie EMDR, Ice Movement Desensitization and Reprocessing. Le principe est simple, mais il y a d'autres thérapies, il n'y a pas que celle-là qui le font, mais celle-là je la connais bien, parce que je suis superviseur en EMDR et puis j'ai fait des recherches avec. Donc en fait, le principe est le suivant. Madame, pensez au moment où vous avez été agressé. Et pensez à ce qui revient. En plus, la thérapie EMDR, et ça je tiens à le dire, c'est important. Je ne sais pas ce qu'ont vécu mes patientes, parce que je n'ai pas besoin de leur demander de m'en parler. Donc c'est extrêmement respectueux. Bon, quand vous êtes à ce moment-là, pensez à ce qui est le pire pour vous. Je sais pas dire ce qui est le pire pour la personne, mais tout ce que je sais, c'est que quand je vois son visage se décomposer, quand je la vois transpirer et avoir se tétaniser, je sais qu'elle est dessus. Sur une échelle de 0. Ça peut être une odeur, ça peut être une sensation physique, ça peut être un poids, ça peut être plein de choses en fait. C'est tout ça, ok. Mais elle n'a pas besoin de me le dire, je sais qu'elle est dessus, ok. Quand vous êtes connecté à ça, sur une échelle de 0 à 10, 0 perturbation, c'est-à-dire 0 vous êtes cool, 10 vous êtes perturbé, généralement ça se voit, mais elle te le dit. Ok. Quelles sont les émotions qui viennent? Quelles sont les sensations corporelles qui viennent? À quel endroit? Et quelles sont les pensées qui viennent sur vous? Des pensées négatives de vous. Okay. Et quand la personne est vraiment bien connectée à ça, la seule chose qu'on va faire, c'est des mouvements clairs, droite gauche. On demande à la personne de suivre nos doigts et on va la faire regarder de droite et de gauche. Arrête, respirez. Et la question qui vient, elle est simple. Qu'est-ce qu'il a maintenant? C'est pire, il se passe ce qui se passe. Il n'y a pas de discussion sur ce que dit la personne. Ok, continue avec ça. Et ce qui est fascinant dans le MDR, c'est qu'au bout d'un certain nombre de sets, on parle de sets, de stimulation bilatérale alternée, et à un moment donné, la personne te dit en fait, c'est pas normal ce qu'il m'a fait. Ok, continue avec ça. Mais en fait, c'est une agression. Je suis une victime. Ok, continue avec ça. Et au fur et à mesure, en fait, le MDR va produire en fait deux effets. C'est grâce aux simulations bilatérales alternées, on a en fait une baisse de la perturbation intérieure. C'est que je t'avais dit qu'on sortait de la fenêtre de tolérance. Donc les SBA permettent d'apaiser. Et quand le cerveau est apaisé, du coup, il va pouvoir faire des connexions.
ah mais en fait je sais ça, j'ai entendu dire ceci. Et au fur et à mesure en fait, il y a des nouvelles informations qui vont venir se mêler à la mémoire traumatique qui reste là. Juste à un moment donné où il y a des petites subtilités à voir, bon, je rentre pas dans le concret, mais pour faire simple. Ok. Revenez au point de départ qu'on a eu tout à l'heure, ce moment le plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Oh c'est bizarre, ça me paraît lointain. Ah, ça me fait pas tout à fait la même chose, ok? Continue avec ça. Et donc on va faire plusieurs sets, comme ça, plusieurs cycles. Et à chaque fois on revient sur la cible initiale qu'on avait prise en traitement. Et à la fin, eh bien en fait, c'est ce qui est fascinant dans ce métier, tous ceux qui se font de l'EMDR vont te le dire, la personne revient, mais le moment que j'adore le plus c'est qu'elle cherche. Bah en fait, c'est bizarre à dire, mais maintenant là je me sens bien, je suis vivante. En fait, c'est du passé. Et en fait, la mémoire traumatique qui rappelait tout le set de toutes ces sensations corporelles, elle s'est intégrée, elle s'est résolue, elle est allée se classer dans les souvenirs comme j'ai appris à faire du vélo. Ok, moi ce que j'ai envie de reverbaliser là, parce que c'est ce qui m'inquiétait dans ce que tu disais tout à l'heure et j'ai compris que c'était pas ça, donc j'ai envie de le verbaliser quand même, c'est que c'est pas que tu as refabriqué un souvenir, tu n'as pas changé le souvenir. Quelque part, tu as déconnecté émotionnellement un truc violent, mais je veux dire, le souvenir, je sais pas comment dire. Moi tout à l'heure, quand tu disais ça, il y avait un truc qui me choquait parce que l'image qui me venait c'était ok, je me suis fait violer par monsieur X et je vais changer le souvenir et je vais l'imaginer en train d'apporter des fleurs, tu vois. Ah non, c'est ça. C'est ça que moi j'avais comme visualisation. Non, mais ça, c'est hyper violent parce que ça veut dire que quelque part, je nie complètement le fait que j'ai été agressée, tu vois. Et là, c'est pas ce que tu es en train de dire, donc c'est pour ça que c'est important, je pense que tu nous reposes ça. En fait, si tu modifies le souvenir, parce que ce en quoi tu modifies le souvenir, c'est sur la violence. En fait, la caractéristique du traumatisme, c'est que la mémoire traumatique t'amène à considérer que ce que tu es en train de vivre est toujours vrai ici et maintenant. C'est-à-dire en fait, tu vois, et c'est ça qui change. En fait, ce qui est changé, c'est que ça arrive à être considéré comme étant passé. Donc ça est arrivé et on ne nie pas le fait que ce soit arrivé. Donc on reste quand même en pleine possession de cette connaissance-là. Oui. Mais c'est devenu un élément passé qui ne se réinvite pas dans notre vie au quotidien. Absolument. Et donc du coup en ça tu l'as changé. Tu as changé quand même la mémoire. Je comprends. Mais du coup moi tu vois l'idée du bouquet de fleurs me faisait un peu flipper pour être honnête. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires. Mais si vous avez pensé comme moi je me disais c'est juste pas possible. Enfin, si j'étais victime, je veux pas d'un seul coup oublier ça parce que quelque part je suis envie de continuer à m'en protéger. Je veux pas. Tu vois, et j'avais cette sensation-là quand tu disais refaire un souvenir. Parce que moi je descends au niveau souvenir à beaucoup plus dans le détail de la mémoire en fait. Parce que ce souvenir d'être connecté à tout ce qui est réactif et de douleur, ça fait partie aussi du souvenir. Donc non, j'ai pas transformé toute l'histoire, je transforme quand même l'information. Mais on se souviendra à l'issue de ça qu'on a été victime par cette personne-là, de tel et tel geste, etc. C'est juste que ça ne se réactivera pas dans notre quotidien. Ça ne fait plus mal. En mode mémoire traumatique qui vient faire mal, qui vient nous choper à n'importe quel moment de notre vie, parce que c'est aussi ça, parfois avec un mouvement, une odeur, quelque chose, d'un seul coup la chose revient. Ça s'appelle des flashbacks, ce que tu décris. C'est des flashbacks. C'est-à-dire en fait, il y a des choses qui reviennent du passé et qui rappellent. Voilà. Donc, et là, donc c'est comme si cette connexion entre le passé et maintenant était plus distincte. Parce qu'elle est tordue quand ça revient sans raison. On est d'accord que là, si c'est l'odeur de cannelle et qu'on se balade dans la rue et qu'on sent cette odeur, il n'y a pas de raison. Quoi. Tout à fait. Donc en fait, d'une certaine manière, on modifie quand même ce qui existait, mais on le modifie à la base pour couper ces connexions avec la douleur qui était connectée à ça. Alors, j'ai eu le cas d'une jeune femme qui avait été agressée sexuellement et qui devait aller en procès. Parce que justement, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure. Et en fait, il est évident que si elle allait en procès en étant capable de parler de son agression sexuelle sans pleurer et sans trembler comme une feuille, on allait la traiter de, je dirais, comment dire, je trouve plus le mot, mais d'affabulatrice ou de manipulatrice, enfin tous ces mots magnifiques et joyeux qui. Tout à fait. Or en réalité, c'est pas le cas. Simplement, c'est qu'elle n'a plus, ça ne déclenche plus de pleurs, ni d'angoisse, ni quoi que ce soit. Mais par contre, elle a bien été agressée et elle a bien été une victime. Ça c'est ok. Donc en fait, on le sait tous en EMDR. En fait, en tout cas, c'est ce qu'on fait. On va travailler avec la personne de façon à lui permettre de se maintenir stabilisée, tu vois, pour qu'elle ne soit pas tout le temps embarquée dans les flashbacks, en fait, limiter les effets et arriver à continuer à vivre avec ça. Mais on travaille pas vraiment sur ce qui cause les réactions, parce que en fait, moi c'est ce que j'ai fait avec ma patiente. J'ai dit, écoutez, on a le choix, mais je l'ai laissé choisir. Hein, je dis, on a le choix. Si on travaille vraiment, après, vous ne pleurerez plus et voilà, et dans un procès, voilà, ça risque de se retourner contre vous. Donc on a fait ce choix-là, et puis après le procès, on a travaillé sur la cible. Et alors quand je dis complètement guéri, c'est que je vous décris la tête le visage de cette jeune femme au début quand elle était arrivée, elle avait 22-23 ans, c'était dans le cadre d'études cursus scolaire avec un collègue d'université qui l'avait agressée. Elle était arrivée, elle avait arrêté l'école, elle voulait plus y aller, elle était retournée chez ses parents, elle était toute échevelée, vraiment pas bien. Et puis après le traitement, je la vois arriver parce que bon, on suit quand même un petit peu derrière pour comment ça va, enfin, il y a quand même, c'est plus compliqué que ce que je te dis, il y a plus de choses à faire, mais voilà. Elle revient, et là je vois arriver une jeune femme toute pomponnée, toute jolie, toute coquette, et je me dis, je suis retombée amoureuse. Voilà. Bon voilà, j'ai pas besoin de te donner plus de détails. Et c'était reparti dans sa vie et bien, tout simplement. Par contre, quand tu as par exemple Anya qui te fait des témoignages et qui te dit que j'ai mis 20 ans avant de me rendre compte que ça c'était à la base d'un dysfonctionnement et que je revis à 40 ans et que j'ai passé 20 ans à vivre à côté de ma vie, bah voilà. Donc c'est important de savoir que ça existait pour guérir. Voilà. Alors c'est ça qui est un peu. Ouais, t'as dit deux trucs qui me font juste dresser les cheveux sur la tête, même si ça se voit pas, mais intérieurement je vous assure. La première chose c'est qu'il y a quand même un dysfonctionnement majeur dans la justice. Enfin, à quel moment on doit considérer que la personne doit être au plus mal de sa vie pour que sa notion de victime soit reconnue, mais on va pas refaire ça ici. Mais ça me choque à un point. J'en étais consciente parce que je l'ai posé tout à l'heure, mais malgré tout là quand tu le dis, ça vient vraiment me chercher fort. Ok, bon ça, là tout de suite on peut rien y faire. Par contre, il y a l'autre truc, c'est ce qu'on est en train de faire là en ce moment. Qu'est-ce qui fait que toutes les victimes n'ont pas accès à ces possibilités-là? Donc tu parlais de l'EMDR, tu disais qu'il y avait d'autres possibilités. On le sait pas forcément. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cet accès facile? Parce que là, ce que tu as l'air de dire, j'ai envie de te dire, même, allez, si on est très prosaïque, ça va éviter peut-être des années d'antidépresseurs à la médecine, des années d'arrêt maladie, j'en sais rien. Enfin, bref, c'est quelque chose un peu qui pourrait être d'utilité publique. C'est quoi le truc? Ça marche pas sur tout le monde? Quel est le problème? À mon sens, il y a deux problèmes. Il y a un problème spécifiquement français. Alors là, je vais prendre des risques. Et puis il y a un problème de connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la formation des psychologues et sur nos cursus, je veux dire, on est formé en tant que psychologue, mais la formation à une approche psychothérapeutique se fait en fonction du choix du psy. D'accord? Et suivant les formations que tu choisis, tu ne vas pas nécessairement travailler sur ce qu'on appelle le psychotrauma. Et donc du coup, tu n'es pas familiarisé à ce genre d'approche. Un problème spécifiquement franco-français, c'est que la psychanalyse, et je respecte totalement la psychanalyse, j'utilise totalement les concepts, il n'y a aucun souci, mais la prégnance de certaines approches thérapeutique fait que les nouvelles ont très peu de place et sont très peu enseignées. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller les chercher, les psys qui sont formés en EMDR. Et au passage, je dis qu'il suffit d'aller sur ce qu'on appelle l'annuaire de l'association EMDR France, parce que comme les mouvements oculaires fonctionnent, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, parce qu'on peut faire décompenser quelqu'un. Enfin, je veux dire, je t'ai parlé d'une façon simple, ok? Il peut y avoir des décompensations parce que s'il y a eu plusieurs traumas, il ne faut pas aller faire de l'EMDR directement dessus. Sinon, tu risques de mettre la personne en danger. Il y a quand même beaucoup de précautions à prendre. Et alors, au motif que les mouvements oculaires fonctionnent, ok, il y a plein de gens qui ont fabriqué des formations pour les coachs ou les. Voilà, je vous forme en EMDR en 2 jours et vous pouvez traiter les traumas.
Association EMDR France. C'est là que vous allez trouver sur le site la liste des praticiens qui sont formés par l'association, avec l'approche qui est à la base de ce qui a été déployé, et ne sont formés que des psychiatres, des psychologues ou des psychothérapeutes à ARS, avec un numéro ADELI. Point barre. Vous devez avoir quelqu'un qui a un numéro ADELI. Je répète, ADELI. Okay. C'est un numéro que tous les gens qui font des soins en santé mentale, comme votre kiné en a un. Un coach n'a pas de numéro ADELI. Donc soyez prudents, parce que, en tout cas, nous, dans la région, on récupère des personnes qui ont commencé à ouvrir la brèche. Parce que le problème, c'est qu'on ouvre la boîte de Pandore avec ça. Okay, et après, on peut laisser la personne se débrouiller tout seul, sans savoir comment, vraiment aller jusqu'au bout. Et nous, dans la région, on sait qu'il y a des personnes qui peuvent être formées assez facilement. Et donc, en tant que psy, on le sait, on récupère des patients qui, en fait, ont plus été déglingués avec le MDR que aidés. Donc, EMDR, oui, mais par quelqu'un qui est correctement formé. Et Association EMDR France, ça, c'est non négociable. Seulement, tout le monde n'est pas formé à l'EMDR. Michel, juste, je le pose là vraiment, j'abonde dans ton sens. J'ai vécu les deux à titre purement personnel. Une psychologue, qui est la première rencontre que j'ai eue avec le MDR, qui a fait exactement le processus que tu as présenté tout à l'heure et qui m'a vraiment sorti d'un gros problème dans ma vie. Et en arrivant dans la région rennaise, donc dans notre région qu'on partage, Michel, j'ai recherché pour une autre problématique en disant, bah, effectivement, ça marche la première fois, je vais recommencer. Et je me suis retrouvée face à quelqu'un qui a pas du tout fait le protocole comme ça. J'ai envie de dire, j'ai une chance peut-être qu'il y ait ma capacité d'avoir tout de suite dit, oh, il y a un problème, stop, on arrête le délire. Mais vraiment, clairement, c'est une formation, c'est un métier, c'est pas, on n'arrive pas en cabinet, la personne nous fait hop 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 et puis ça y est, c'est terminé. Il y a de la préparation avant, il y a du suivi après, et vraiment, c'est important de trouver une personne compétente. Et merci de le dire. Et vraiment, enfin voilà, pour avoir testé les deux, je vous le dis, il y a des charlatans qui affichent EMDR sur la place publique, sur leur site internet, etc. Ouais. En fait, j'ai été présidente de l'association EMDR France, et en fait, le grand débat dans l'association, c'était de dire est-ce qu'on va attaquer toutes les personnes qui utilisent le mot EMDR. Le problème est qu'une association n'a pas les reins assez solides pour aller attaquer tout le monde dans ce sens-là. Et donc, du coup, on a choisi l'inverse, c'est de plutôt axer ça sur de la communication au maximum, et donc, du coup, de dire EMDR, Association EMDR France, point. C'est tout. Il y a pas, voilà, vous sortez pas de là, c'est très simple. Et... En tout cas, si vous voulez avoir le protocole tel que Michel vous l'a présenté aujourd'hui, alors, sur EMDR France. C'est important aussi de savoir que le MDR est reconnu comme une des approches pour traiter le trouble de stress post-traumatique par l'OMS depuis plusieurs années. C'est validé comme approche à ce niveau-là. Donc c'est pas une approche. Voilà. Alors une autre raison pour laquelle c'est pas répandu, donc c'était ça, c'est qu'en fonction du parcours de formation, les psys peuvent ne pas être formés à ça. Et puis c'était effectivement la prégnance franco-française de la psychanalyse, où les nouvelles approches, les thérapies brèves, peinent. Bon alors il y a la thérapie cognitive ou comportementale, il y a d'autres approches, mais modifier vraiment la mémoire de cette façon-là et surtout aussi rapidement, il n'y a pas 36 000 méthodes. Voilà. C'est surtout ça. Merci Michel. Moi, ce que je retiens de ce qu'on a vu ensemble, c'est que quand ça va pas dans notre vie, c'est qu'il s'est pas rien passé. Non, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Que en même temps, ce qui s'est passé, soit on y a accès directement, effectivement, on peut le travailler, soit on n'y a pas accès directement et on peut creuser. Dans tous les cas, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'il est possible de se sortir de cette situation-là et qu'on n'est pas obligé de vivre l'ensemble du reste de notre vie avec ce stress post-traumatique qui se réinvite dans notre vie à n'importe quel moment. C'est bien ça? Ouais. Oh oui. Ouais. Donc, être heureux maintenant, c'est quand même mieux que d'attendre 20 ans ou 30 ans pour être heureux, donc c'est possible. Voilà, et puis si vous avez déjà attendu 20 ans ou 30 ans, c'est la vie, et c'est pas la peine de sortir le martinet par rapport à ça, mais c'est peut-être le moment de passer à l'action, c'est bien ça. Oui, de toute façon, on peut pas savoir ce qu'on ne savait pas, ça aussi, faire avec. On est bien d'accord. Merci pour tout, Michel. Peut-être que ces échanges vous ont donné envie de déposer des choses, de poser des questions. Vous savez, les commentaires juste en dessous, mais surtout vous avez le groupe Facebook du sommet sur lequel on se retrouve, du mouvement Kiffe ton site, sur lequel on se retrouve pour échanger, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Michel, on a les liens qui sont juste en dessous pour aller voir ton site internet. On va y retrouver donc le sommet qui était vraiment sur ce sujet-là, qui est accessible en replay sur ton site. Donc n'hésitez pas à aller creuser, à aller voir un petit peu tout ça. On peut aussi découvrir si vous êtes professionnel de santé et que vous avez envie d'être accompagné, c'est bien ça, enfin professionnel de la santé mentale, c'est ça, Michel? Ouais, c'est psychologue, oui. Psychologue, voilà, et que vous avez envie d'être accompagné justement sur ces approches thérapeutiques. Michel, tu as créé un programme, c'est ça, pour les psychologues? Oui, vocation psy, ça dit tout ce que ça veut dire. Vocation psy, c'est-à-dire aider aujourd'hui les gens à guérir plus vite. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour vous, à vous renseigner peut-être pour vos amis si vous connaissez, ou à transmettre ces informations. En fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que ça circule. On a bien compris qu'aujourd'hui il y a un déficit d'informations. C'est pour ça que Michel et moi avons voulu faire cette intervention, pour qu'on ne reste pas dans l'idée qu'il faut s'asseoir dans un sofa et parler pendant des heures, pendant des années pour espérer qu'à un moment ça finisse par aller mieux. Il y a d'autres approches qui sont possibles. Voilà. Et le statut de victime aujourd'hui est pas OK dans notre société, mais c'est pas pour autant que pour soi-même on peut pas faire quelque chose. Est-ce que j'ai bien résumé, Michel? Tout à fait. Et passer par le stade de victime, c'est important pour pouvoir après se retransformer. Il y a des étapes dans la guérison, et la reconnaissance du statut de victime, ou que dans notre entourage, d'ailleurs, le fait de ne pas être reconnu comme victime est aussi traumatisant en soi. Quand tu vois, par exemple, tu as eu au niveau, je me souviens plus des noms des personnes, mais quelqu'un qui dénonce un inceste familial, un frère aîné qui l'a abusé, agressé pendant toute son enfance, et au partir du moment où la personne le dénonce, la famille le nie. Donc c'est de nouveau ce que j'appelle la double peine, c'est-à-dire en fait, tu as l'agression initiale, et en plus, tu es éjecté du système familial. Et c'est souvent le cas. Prenez soin de vous en tout cas. Peut-être que si vous étiez en train de regarder cette intervention, c'est pas complètement par hasard. Voilà, prenez soin de vous, échangeons, restons ensemble. C'est aussi ça l'objet de ce sommet. L'idée, c'est de dire qu'il y a des solutions qui existent. Voilà, allons les trouver ensemble. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre Michel sur ses réseaux sociaux et sur son site pour voir un petit peu tout ce qui a été fait. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite du sommet. Au revoir, Michel. Merci beaucoup, Au revoir.